Bienvenue sur La Voix du CDO, le podcast dédié à tous les leaders et dirigeants de la transformation digitale. PDG, DG, CDO, DSI, CMO, etc. Vous souhaitez comprendre, piloter et réussir votre transformation digitale. Ici, pas de théorie stérile. Nous donnons la parole à ceux qui façonnent le changement, explorant les stratégies, les technologies, les pratiques qui transforment les organisations. Nous parlons de l'IA, la blockchain, la cybersécurité, la data, les digital workplace, autant d'innovations au service du progrès, de l'accélération du business et de la satisfaction de vos clients. Succès ou échec, chaque expérience partagée est une leçon concrète pour vous aider à agir. Leader d'aujourd'hui et de demain, abonnez-vous et restez à l'avant-garde du changement. Bonjour à tous et bonjour Dawson, bonjour à tous nos auditeurs. Tout le monde. Et nous avons aujourd'hui trois invités. Alors pour l'instant, deux invités, peut-être que le troisième nous rejoindra en cours de route. Et nous allons parler de nombreux sujets avec des invités que je vais laisser se présenter qui viennent d'univers parfois un peu différents, aussi bien du data marketing, de l'IoT, mais qui sont tous, bien entendu, confrontés à la transformation digitale des entreprises, avec également des expériences en redressement ou en restructuration d'entreprises. Et donc, combien il est important, effectivement, dans cette thématique-là, de mener de manière extrêmement rigoureuse et parfois à l'échelle des projets de transformation qui sont souvent complexes, comme nous le voyons épisode après épisode. Et on va pouvoir adresser un petit peu tous ces sujets et voir quelles sont les solutions concrètes que nos invités ont pu mettre en place dans leurs expériences. Alors, nous avons avec nous Mika Haïm et Julien Poileux. Et je vous propose de vous présenter l'un et l'autre. Donc peut-être commencer par Julien. Et ensuite, nous donnerons la parole à Mika. Et puis, bien entendu, après une présentation rapide, 5 minutes chacun, et puis sur votre parcours et vos centres, vos sujets d'intérêt, vos centres d'intérêt, et bien entendu, nous commençons notre petit débat. Bon, bonjour à tous, merci de m'avoir avec vous. Donc, moi, je suis Julien Poileux, j'ai une vingtaine, 25 maintenant bientôt, années d'expérience digitale, qui se divise en deux grandes phases. Une première phase vraiment start-up, jeune entreprise, pendant une 10-12 ans en e-commerce et en fintech, jusqu'à à peu près 2014. Et puis après, j'ai été mettre l'expérience que j'ai faite de l'agilité et d'un certain nombre de situations, notamment d'internationalisation ou de relance d'activité au service de sociétés un peu plus grosses pendant une autre dizaine, enfin depuis une douzaine d'années, où j'interviens dans effectivement des contextes de relance d'activité, poste soit pivot stratégique un peu raté, changement d'offre ou phase un peu de décroissance. Et je suis intervenu dans ce cadre-là pas mal sur des activités B2B et un cas particulier au milieu de tout ça, puisque j'ai été le Chief Digital Officer de IAD, qui est une des licornes de l'immobilier, qui a une grosse brique digitale, mais aussi d'autres éléments de son business model à côté, avec comme principale mission sur cette entreprise-là de relancer la satisfaction de nos utilisateurs digitaux, qui était un peu en décroissance alors que l'entreprise était, elle, dans un franc succès. Donc voilà, ça c'est un ensemble d'expériences intéressantes. Et aujourd'hui, je suis le CEO de Mention Solutions, qui est une entreprise française créée en 2013, qui fait du brand monitoring online. D'accord, très intéressant. Merci Julien et Mika. Eh bien, bonjour, bonjour à tous les auditeurs. En ce qui me concerne, donc pour me présenter un petit peu, donc moi je viens comme Julien, je viens du digital. Je suis tombé dedans quand j'étais petit, donc ça commence à faire longtemps. Et puis alors digital sous plusieurs formes. On va dire que j'ai toujours été dans la conception de produits numériques, hardware et software toute ma vie, mais je suis passé par la data marketing, je suis passé par l'IoT, donc les objets connectés, l'industrie des objets connectés, d'ailleurs grand public et dans l'industrie tout court. Donc avec, on imagine dans l'industrie ce que ça peut donner. On parle
On parle de chaînes de production connectées, hein, on parle de maintenance prédictive et des choses comme ça. Et dans l'IoT, j'ai été VP marketing, par exemple, d'un certain nombre de startups d'ailleurs, on a été parmi les premiers à aller chercher des prix à Las Vegas avec Mio, avec Netatmo, des choses comme ça. Voilà, ma particularité, donc, c'est qu'après, je me suis beaucoup intéressé à la transformation digitale. Donc, à partir disons, de compétences très techniques et aussi de compétences marketing qui restaient aussi du marketing digital. Je suis passé disons, un peu de l'autre côté et puis je me suis mis à m'intéresser il y a longtemps. On en parlait à peine de transformation digitale à l'époque, une quinzaine d'années, sur vraiment rentrer dans la transformation digitale, son management, son pilotage, son déploiement, etc., ce qui m'a mené à travers diverses expériences, à la fois dans l'industrie et puis dans le secteur public et dans le secteur privé. Alors, dans le secteur public, notamment, j'ai passé presque 4 ou 5 ans en tant que directeur de la transformation digitale du réseau des chambres de commerce et d'industrie. Et pour faire un petit topo, un petit portrait là-dessus qui est intéressant, puisque le réseau des chambres de commerce et d'industrie, ce qui est intéressant, c'est que c'est très complexe. Il y a ce qu'on en connaît, c'est-à-dire ce qu'on en voit, hein, c'est ce que tout le monde connaît, les bureaux où on va déclarer, etc. Mais il y a aussi les ports, parce que les ports et les aéroports français sont sous gestion et aux co-gestion de la CCI, des écoles de commerce que vous connaissez, hein, et puis des écoles d'ingé aussi. Donc, enfin, voilà, c'est un environnement extrêmement complexe. C'est très divers. Hein. C'est extrêmement complexe et par conséquent, la transformation digitale dans cet environnement et aussi son accompagnement de dizaines de milliers, centaines de milliers d'entreprises par an était un terrain d'expérimentation et un terrain aussi de R&D fantastique pour moi. Et à présent, donc, je suis CEO et co-founder de Datamentio. Et Datamentio, donc, c'est la première plateforme de pilotage centralisé de l'ensemble des transformations de l'entreprise, hein, tout le monde le sait, les entreprises comme les institutions voient devant elles s'empiler sans fin des sujets de transformation, que ce soit la transformation digitale, la cyber, l'IA, la CSRD, enfin, c'est sans fin. Et cette expérience à la CCI m'a fait comprendre qu'il fallait une plateforme où on pouvait tout centraliser et aider tous ces gens justement à se coordonner afin de découvrir de l'efficience et plus de productivité dans ces phénomènes de transformation. Oh, super, impressionnant. Merci à tous les deux. Et peut-être une première question toute bête qui me vient à l'esprit, mais comment vous définissez la transformation digitale? Parce que quand on en discute souvent avec les interlocuteurs, c'est pas toujours évident de la définir correctement. Donc, est-ce que vous avez vous-même une définition, vous qui êtes vraiment expert dans ces domaines-là? Julien, peut-être? Ouais, j'étais en train de me poser la même question en écoutant Mika. Est-ce qu'on peut partager la définition? Parce qu'effectivement, je pense qu'il y en a autant que de personnes. Non, quand même, pour être intervenu, moi, dans des entreprises qui ne l'étaient pas nativement, et avoir vu des entreprises qui étaient nativement, évidemment, notamment des startups nativement digitales, pour moi, il y a 3 grandes dimensions qui font qu'en tout cas la culture digitale peut apporter à une autre entreprise. La première, de façon évidente, c'est que tout est data-driven. C'est-à-dire qu'on mesure et qu'on se dit c'est un succès, pas un succès. On se dit que c'est un sujet ou pas un sujet parce qu'on a une mesure pour le faire. Donc ça, c'est un peu très formalisé par l'OKR et le principe, ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas. Ça, c'est vraiment le point 1 pour moi. Le deuxième point, c'est que toutes les entreprises digitales, quel que soit leur succès futur, sont très ambitieuses et donc se préparent immédiatement des échelles d'activité qui ne sont pas du tout celles qu'elles ont au moment où elles lancent les projets. Et donc, tout est tout de suite fait pour être scalé x2, x3, x4 et préparer une croissance future dans une grande dimension. Je pense que ça, c'est important, c'est être capable de penser très large Ce que tu veux dire, voilà, grâce à la grâce au technologie. digital, c'est ça. Grâce à la technologie. C'est-à-dire que sinon, le sujet n'est pas adressé. Ça, bien sûr. Il permet de passer à l'échelle. Voilà. Encore qu'on a quelques exemples récents de boîtes qui ont essayé de se lancer à très grande échelle industrielle avec des succès impressionnants quand on pense à des boîtes comme Tesla et des gros fails quand on pense à d'autres. Et puis le troisième point, c'est quand même l'intégration native de la culture agile dans le développement de projets, avec dans l'agilité le fait
d'améliorer de façon vraiment constante et rapide, très itérative son projet, d'avoir des techniques et des process qui permettent d'intégrer tout le monde dans le développement du produit, que ce soit la voix du client, la voix de l'interne, la voix du back, enfin du service client, etc. Et puis la deuxième dimension du digital pour moi, c'est accepter l'échec. Et enfin voilà, et c'est le concept du fail fast. Et de se dire, c'est OK de foirer, c'est pas grave, on avance, on passe à autre chose, parce que la data, je reviens au point 1, mais la data n'est pas là et le truc peut pas scaler. Et donc, on a un cercle vertueux comme ça, où on passe du temps sur des sujets business, puisque dans la data, je pense que ça, c'est quand même le point qui fait la grosse différence entre les boîtes qui réussissent leur transfo digital et celles qui le ratent. C'est on peut mesurer sa transfo digitale en efficacité opérationnelle ou en business généré. En général, dans le premier cas, c'est bien. Dans le deuxième cas, c'est un carton. Oui, c'est très, très concret comme exemple et comme définition. Mika, tu es aligné ou tu as une définition J'ai des définition similaire qui est peut-être oui, alors non, ça c'est-à-dire que je pense que mon approche elle englobe un petit peu celle de Julien. Je suis d'accord avec ce que Julien a dit. J'irais plus vers quelque chose de plus généralisable en fait sur qu'est-ce que c'est que la transformation et ensuite à l'intérieur de la transformation, il y a la transformation digitale, sachant qu'aujourd'hui, quand on parle de transformation digitale, en fait, il y a la transformation digitale dans toutes les autres transformations. Donc, de toute façon, n'importe quelle transformation C'est juste. contient une part de digital. Donc, c'est quelque chose Oui. qui, il y a une quinzaine d'années, 10 ans, était quelque chose de très précis. On allait d'un point A à un point B. Et quand on avait atteint ce point B, on pouvait dire c'est un succès. Ça y est, c'est fait. En gros, on s'est transformé. Aujourd'hui, c'est plus ça. Aujourd'hui, on est dans une espèce de phase, et je pense que c'est maintenant, c'est après la jeunesse et l'adolescence, on est à l'âge adulte de la transformation, c'est-à-dire que maintenant, la transformation est devenue quelque chose de continu. On est dans la transformation continue. Donc, si on va essayer de la définir, on va dire que la transformation d'une entreprise, c'est un processus qui vise à faire de toute façon évoluer en profondeur l'organisation, les opérations, les stratégies, la culture, évoquée par Julien, le business model, hein, et donc et selon une orientation stratégique, voilà, et pour faire face à un besoin d'adaptation face à de nouveaux défis. Si on prend comme défi le digital, donc intégrer plus de digital dans son fonctionnement pendant toute la liste que je viens de donner là, hein. En fait, à chaque étage, on va regarder qu'est-ce qui se passe si je mets plus de digital. Ça augmente ma productivité. J'ai besoin de cette culture dont parlait Julien. Il faut que j'ai cette culture, sinon ça ne marche pas. Parce qu'en fait, les statistiques le démontrent, 80% des projets de transformation digitale qui échouent par manque d'engagement. Et 70% des projets de transformation échouent par manque d'engagement et par absence de méthode. Et quand je dis D'accord. absence de méthode, de méthodologie, d'outils spécifiques, et donc finalement, c'est sur ces points-là que on s'est concentré avec Datamentio, mon entreprise, pour offrir les moyens techniques et les plateformes pour pouvoir justement opérer de manière méthodologique, data-driven, comme le disait Julien. On ne contrôle pas, on ne manage pas ce qu'on ne sait pas mesurer. Par conséquent, à un moment donné, il faut qu'il y ait une data spécifique qui émerge, qu'on puisse mesurer réellement. Julien parlait d'OKR, mais il y a encore d'autres choses qui sont mesurables, et notamment des datas qui sont spécifiques à la transformation. Et ça, Oui, la data de la transformation elle-même. exactement, exactement. Exactement. Et ça, je pense que Dawson sera d'accord avec moi là-dessus. Ce qui est très intéressant dans la transformation, c'est que les CDO, parce que là, c'est le thème du podcast, les CDO ont un point douloureux, très, très, très douloureux. C'est comment je fais pour démontrer à mon CEO, mes équipes, etc., aux gens qui ne comprennent pas tout à fait ce que je fais, comment je fais pour leur montrer ma contribution à la création de valeur de l'entreprise. Ça, c'est pas facile. Oui, c'est pas facile. Ça, c'est Effectivement, c'est pas des sujets faciles. Et puis, est-ce que dans ce sujet de transformation de manière globale, vous avez été confronté à ces enjeux financiers? Parce que on parle d'agilité, on parle de transformation des équipes, on parle de ressources et on parle d'une transformation profonde qui fait que finalement, on retourne à l'école avec certains des collaborateurs et c'est un coût la formation. C'est un coût, parfois, la RH est un peu mis de côté sur ces sujets-là parce que c'est pas celle qui ramène du business immédiatement, alors qu'elle a un rôle d'accompagnement de changement de culture. Est-ce qu'on parle vraiment de changement de culture? Est-ce que
Est-ce que certains me disent, bah, en fait, on peut pas changer de culture d'entreprise. Elle est là, elle est établie. La déconstruire coûte, quasiment, autant que la reconstruire. Est-ce que vous avez été confronté à ces sujets-là? À qui est-ce que tu poses la question? Non, Heu, À tous les deux. vas-y, Mika. Bien sûr, on a été confrontés évidemment parce que la formation est fondamentale. Il y a à chaque fois qu'on attaque un nouveau projet, un nouveau programme de transformation dans n'importe quel environnement, il il va y avoir des populations, on va avoir en face de nous des populations très différentes avec des comportements très différents. Et même ceux qui ont un fort appétit, qui savent très bien qu'il faut se transformer, c'est puis qui ont donc un intérêt pour la chose, s'ils ont peu de formation, s'ils n'ont pas de même de être formés au projet lui-même, hein, je veux dire carrément, d'un point de vue, très formel quoi. Ben, en fait, les conséquences, se retrouvent instantanément, dans, le fait que le projet prend plus de temps, va demander plus d'efforts, donc plus de ressources, et cetera. Donc effectivement, la formation fait partie des préoccupations centrales du CDO, du transformer, on va les appeler comme ça peut-être, des transformers en général. Sans ce training, cette formation, je dirais même plutôt ce change management d'une manière générale humain, les projets ne peuvent pas réussir. Et d'ailleurs, je rejoins et je vais conclure là-dessus, je vais passer la parole à Julien. Tu as parlé des RH. Je pense que le rôle du CDO, je pense que le rôle du transformer d'une manière générale est très proche d'un rôle de RH, même s'il y a une composante éminemment technique, parce que j'allais dire nous, mais maintenant je suis au service de mes anciens pairs. Les CDO ont un rôle pourquoi c'est proche de la RH? Parce que c'est presque une fonction support. On accompagne tout le monde, on les aide à se transformer, on les aide à se former, et la création de valeur est souvent indirecte, comme on a parlé tout à l'heure, Julien. Et par conséquent, en fait, les projets de transformation qui réussissent, c'est ceux qui sont peu disruptifs, en vrai. C'est-à-dire qu'on n'a pas senti qu'il y avait eu la transformation, on a été d'accord tout le temps, et là, ça fonctionne et c'est super. Et quand c'est très disruptif, ça fait un petit peu mal et donc c'est un petit peu difficile. Et il y a des déperditions d'énergie et de ressources. Julien. Oui, oui, je suis très d'accord avec le dernier point sur le peu disruptif. C'est vrai que En apparence, mais c'est le cheval de Troie souvent c'est ça. du CDO dans une organisation, c'est de trouver, d'être à l'écoute des collaborateurs non digitaux. Et pour ça, moi, il y a quand même plusieurs cas, parce que dans mon expérience en tout cas, j'ai des entreprises qui sont digitales par nature. Vous avez un site de e-commerce, vous avez une marketplace une marketplace B2B ou B2C à gérer, vous avez une boîte de SaaS. Bon, de toute façon, le digital, Oui, les gens qui viennent, ils sont dedans, ils s'y familiarisent, ils peuvent avoir des mauvaises méthodes, mais c'est de l'ajustement de méthode. Donc ça c'est un cas, ça c'est un premier cas, il est un peu différent. Si on parle à une organisation qui est pas digitale par essence, dans lesquelles il y a un service digital qui peut être parfois du digital que du digital marketing, qui peut être des équipes tech, qui peut être etc. etc. Là, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec le fait que le sujet le plus facile, c'est souvent le moins disruptif. Il amène 5%, 20%, 25% de productivité en plus. Il améliore le confort de tout le monde. On voit que les utilisateurs sont plus contents ou les clients. C'est facile d'aligner tout le monde, c'est facile d'inclure tout le monde. Mais en fait, il faut se servir de ces projets-là pour être un cheval de Troie culturel. Et tu as tout à fait raison, Mika, quand tu dis que la transfo digitale, elle est partout aujourd'hui, parce qu'il faut prendre tous les sujets en se demandant est-ce que le digital peut m'aider à le résoudre. Et moi, pourquoi je focus dans ma définition extrêmement sur la culture, c'est parce que je pense que dans les autres, la digital est une solution, alors que la culture, c'est vraiment une philosophie qu'on essaye de mettre chez tous les collaborateurs, avec ce sujet justement d'incorporer ça. Et quelqu'un qui n'a pas la compréhension de ce que la technologie peut faire, parce que c'est souvent ça la limite numéro un, c'est en fait, on imagine que le digital peut améliorer de 5% la productivité ou de 10% la productivité de mon service quand on est peut-être un service client ou etc. Et aujourd'hui, en fait, si on prend l'intégralité des solutions digitales, on peut faire x10 sur la productivité d'un service client. Moi, j'ai vu un paquet de démos là, et on teste ça, nous, aujourd'hui, chez Mention. Mais le service client avec l'IA, c'est quand même monstrueux. C'est réponse en 20 secondes à n'importe quel client à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Ça élimine 50 à 60% des appels ou des emails entrants. Ça améliore la satisfaction parce que les gens sont contents, même si la réponse est un tout petit peu moins bonne parfois que l'humain. Ça améliore la satisfaction parce que la réponse est 1000 fois plus rapide.
J'ai pas besoin d'attendre au téléphone, j'ai pas besoin de faire, etc., etc. Donc, au moment, je pense que le rôle des RH, il est certain sur certaines dimensions, je pense. Les nouvelles méthodes, enfin, les nouvelles, elles sont anciennes, mais disons qu'on va dire qu'elles sont maintenant éprouvées. Et je pense qu'on peut former un peu n'importe qui à la gestion de projets agiles, par exemple. Mais la culture, elle se fait en collabo. Moi, en tout cas, ma technique, c'est de faire collaborer les gens qui ont cette culture digitale avec des gens qui ne l'ont pas, dans des projets qui sont effectivement des projets qui, au départ, sont des projets cheval de Troie, qui créent la confiance et qui font qu'à un moment, quand un expert digital qu'on a recruté, qui est en général cher, etc., et en tout cas avec beaucoup d'expérience et qui n'est pas forcément. Tout le sujet, c'est de ne pas sous-exploiter ces gens-là dans les organisations parce que justement la culture oppresse la performance. Voilà. Moi, et ça, c'est ça le sujet. Donc la formation sur des points techniques, elle marche. Je pense que c'est le rôle de la RH, c'est plutôt pour moi d'inventer des méthodes de collaboration dans l'organisation, de les défendre, de les pousser et de les co-construire avec les gens qui ont besoin et parfois pas envie de se lancer dans le digital, et puis les besoins de l'équipe digitale qui est aussi de collaborer avec les gens du business dans les entreprises où c'est un peu séparé. Moi, ça, c'est ça que j'ai le. Voilà, moi, je pense que c'est ça le rôle des RH aujourd'hui, c'est de créer les règles de gouvernance, de collaboration, de s'assurer que ça fonctionne, que tout le monde est entendu dans les orgas. Ça, je pense que c'est un point important dans l'existant. Oui, je crois que vous avez soulevé plusieurs points qui sont peut-être sur lesquels on peut rebondir, parce que, en fait, dans des organisations, effectivement, qui ne sont pas nativement digitales, hein, très souvent, et moi je l'ai vu d'ailleurs chez des clients, même ces dernières années, on me dit, vous avez dit, maintenant le digital peut se mettre partout, et tout est digital. Mais moi, on me dit sans arrêt, mais arrête de nous parler de digital, parce que moi, je veux transformer mon métier. Le digital, tout n'est pas, le digital n'est pas une solution à tout. Et bien entendu, 10 minutes ou un quart d'heure après, on parle forcément de digital, puisque c'est bien ce qui va permettre de résoudre les problèmes. Et du coup, il y a une sorte de compétition, en fait, entre le Chief Digital Officer, qui est nos rôles, et puis du coup, c'est le métier qui veulent souvent pouvoir transformer leur métier, mais en partant de leur métier, en fait. Donc, comment vous adressez cette problématique-là? Parce que c'est ça qui est super important. Comment vous Oui, arrivez à instaurer cette confiance, en fait? alors, bon, si je peux répondre là-dessus, je trouve qu'il y a un point important dans la transformation. Si je reviens sur enfin, si on factorise un petit peu là, entre guillemets, que c'est que la transformation, le processus de transformation, ça vise à faire passer d'une planification stratégique, on veut aller par là, voilà, une stratégie, on s'imagine quelque chose, on l'a plus ou moins défini, vers une application opérationnelle. C'est ça le but. Et là, ce dont je viens de parler, Mickaël, c'est les gens au bout du fil, à la fin au bout du processus, qui veulent. Ils se fichent un petit peu de savoir si c'est digital, pas digital, etc. C'est qu'est-ce qu'il y a là-dedans pour moi qui va améliorer mon travail, qui va faire que je vais être plus productif. Je sais pas. En tout cas, comme a pu le dire, enfin, ont pu le dire pas mal de grands, de grands écrivains sur le sujet, on va dire, de grands auteurs sur le sujet, la productivité, ça se décrète pas. Il faut instaurer les conditions de la productivité et elle arrive. Donc, pour instaurer les conditions de la productivité, le digital est extrêmement utile, extrêmement performant. Donc, il faudra réussir effectivement à traduire plutôt toute cette planification stratégique en planification opérationnelle lisible par les interlocuteurs au bout du fil, on va dire. Donc, rendre tout ça lisible au bout du fil, et effectivement, à la fin, que les gens n'aient pas vraiment senti, si on parle de méthode, dépassé, mais qu'ils ont bien vu que pour eux, ça, à un moment donné, ça a été utile et ça leur a apporté quelque chose de très concret. Alors, à ce moment-là, c'est cheval de Troie. Et effectivement, on instaure petit à petit. C'est comme ça qu'on voit les choses dans les projets qu'on voit, nous, chez Datamentio, puisqu'on voit des projets à grande échelle, avec beaucoup de monde dedans, parce que c'est l'objet de la plateforme. Eh bien, ce que je peux vous dire, c'est que statistiquement, ce que je viens de vous dire est vrai. Ce qui se passe, puis c'est que plus les gens vont voir l'action utile immédiatement à leur porte, Julien parlait de cheval de Troie, plus ça fonctionne. Et plus ça s'accélère après. Et plus c'est facile de faire passer le prochain projet.
Exactement. Et donc, puisqu'on a vu, donc en fait, quand on parle de transformation digitale et qu'on essaie de l'expliquer, ça marche pas vraiment bien. Ce qui va bien marcher, c'est de montrer précisément ce que la personne va pouvoir faire en plus, et qu'est-ce qu'elle va devoir faire elle-même pour accueillir cette, euh, cette nouvelle méthode ou ce nouveau, on va dire, ce nouveau processus ou peu importe. Et c'est là que ça fonctionne en effet. Et, Est-ce- comment faire Bonjour. en sorte d'arriver à combiner donc ça avec le fait que les métiers souvent ont l'impression qu'on bien marché sur leur plate-bande en fait. Donc, Oui, mais et peut-être pour conclure par rapport à la RH, je suis d'accord avec, je suis tout à fait d'accord avec Julien. Il y a un apport de la RH. Si la RH ne contribue pas sur sa part, ça pose un problème puisque elle est supposée accompagner justement cette partie culturelle. Si elle ne peut pas l'accompagner ou s'il y a une opposition, là, ça devient effectivement difficile. Donc il faut qu'il y ait il faut qu'aussi la RH y voit son intérêt, bien évidemment. C'est très important. bien. Je vais peut-être laisser Miguel et Dawson accueillir Patrick. Notre troisième invité qui On nous a t'entend. rejoint, Patrick Albertini. Bonjour Patrick. Bonjour Dawson. Il y a Miguel, il Bonjour y a Patrick. Mickaël et Julien qui sont là. Voilà. Enchanté. Je te propose de te présenter pendant 5 minutes et puis après on redémarrera sur la transformation digitale en partant des métiers, avec peut-être le point de vue de Julien sur ce qu'a dit Mika. Et je sais que Mika a laissé du temps de parole parce qu'il il est expert sur ce sujet-là, notamment avec Data Mentio, qui est un outil que j'adore. Vas-y Patrick. Désolé du retard. Moi, j'ai une expérience en tant que salarié, en tant que manager sur des populations de commerciaux. Mais donc, j'ai vécu pleinement le monde de l'entreprise pendant plus de 40 ans et depuis 2005, je suis à mon compte, 2015, pardon, et j'accompagne les entreprises dans leur développement, leur organisation. Alors, toujours avec, au début, avec un axe sur le développement commercial, mais finalement, je suis amené à coacher les chefs d'entreprise sur leur organisation parce que la performance d'une entreprise ne passe pas nécessairement par que simplement les commerciaux, mais c'est tout un alignement entre le marketing et les supports et toutes les équipes finalement, et puis créer du bien-être dans les entreprises pour que les entreprises fassent la différence en termes de service, de positionnement humain, sans oublier que les outils et les process sont nécessaires pour de nos jours être efficaces, parce que si on n'est pas au goût du jour et on n'est pas mis à jour, on disparaît du classement des entreprises, parce qu'il y a des jeunes qui prennent toujours la place des anciens qui ne veulent pas forcément se revisiter pour redevenir compétitifs. Voilà. Et donc, j'accompagne beaucoup les commerciaux. Je suis certifié Processcom, donc ça me permet d'intégrer dans la communication ce qui n'est pas forcément visible, qui est plutôt l'invisible dans les entreprises, parce qu'on parle beaucoup de métiers, mais on ne parle pas de savoir parler, comment on s'adresse, étant donné que la plupart des personnes accordent plus d'importance à la façon dont les choses sont dites qu'au contenu. On voit que ça génère beaucoup de conflits, beaucoup de suppositions de choses qui ne vont pas forcément dans le sens où les entreprises veulent aller bien, parce qu'il y a beaucoup de stress et des personnes qui ne vont pas bien. Donc voilà mon métier qui est passionnant et très transversal, parce que j'accompagne beaucoup d'entreprises qui sont dans des secteurs d'activité différents, ce qui me permet de prendre le meilleur de chacune et en même temps d'écarter le moins bon, et puis d'avoir finalement une synthèse très précise de tout ce que peut faire, tout ce qui peut faire les critères de réussite d'une entreprise. Voilà, je vous ai tout dit. Très riche. Merci Patrick. Merci Patrick. Julien, alors sur ce qu'on disait sur effectivement la transformation digitale et comment les métiers qui ont l'énergie pour pouvoir le faire parfois sont confrontés à des difficultés opérationnelles. Ouais, enfin, la question sous-jacente de ça, c'est la collaboration dans une boîte qui n'avait pas de digital dans son fonctionnement avant, de l'arrivée tout d'un coup de gens arrogants qui expliquent à tout le monde comment tout faire, savent mieux que tout le monde
parce que ils ont eu un compte Facebook ou un compte Insta avant les autres, etc. Non, mais je caricature un peu, mais je pense que c'est comme ça que le C'est vivent vrai, les autres quand c'est ça vrai. arrive. Ah oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Moi, ce que je dis toujours, enfin, une des phrases que j'aime beaucoup, je suis de temps en temps un fan de citations dans mes présentations, mais une des citations que j'aime beaucoup, c'est Einstein qui disait que si j'avais 1 heure pour résoudre un problème mathématique, je passerais 55 minutes après à comprendre le problème et 5 minutes à trouver la solution. Et le gros défaut, moi, je pense aujourd'hui à éviter pour un expert digital qui arriverait dans une organisation comme ça, c'est de se jeter sur la solution. On voit une situation, on se dit service client, on se dit IA, on se dit blablabla, puis on déroule, puis en fait, on n'a pas écouté. Et en fait, de ne pas écouter, ça casse la confiance. Et donc, le projet va être un échec parce que la personne du métier, elle va se sentir dépossédée, elle va Exactement, se mettre en frein, exactement. elle va commencer à aller voir son boss en disant, mais de toute façon, ils n'ont rien compris. Et c'est ça qui se passe dans la vraie vie. Okay, et donc, les réunions, elles se passent mal. Et puis, en fait, tout le monde se déteste à la fin du meeting. Puis, comme c'est quand même un projet sur lequel on a mis de l'argent, ben, on va au bout, mais on va au bout mal. Puis, c'est fraté. Et puis Problème d'engagement. la réputation, elle est faite direct. Donc, si je reprends mon bon Einstein, qui a réussi 2-3 trucs dans sa vie mieux que nous, tous, Réunis. mais réunis, mais si je reprends Einstein, le sujet 1 pour moi, c'est que, et je pense pour ça que c'est important d'avoir des équipes de type product ou quand même project assez formées sur ce point-là. Donc, dans les rôles des RH, il y a aussi former les équipes digitales, parce que ce n'est pas toujours le cas. Mais former, de faire une phase d'écoute, de purge des besoins, en disant, écoute, évidemment, la personne, j'aime bien le sujet du service client parce que c'est un sujet qui est toujours assez drivé par la productivité et la technologie, mais le sales l'est aussi d'ailleurs. Et donc, en écoutant les besoins, en écoutant les solutions imaginées par ces personnes-là, mais en intervenant assez peu, en ayant une purge de tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait. Et le point clé de ça, c'est d'arriver à une reformulation du problème dans lequel le digital montre qu'il a compris le sujet, enfin l'expert digital montre qu'il a compris le sujet de la personne du métier. Ça, pour moi, c'est la clé. Il n'y a pas ça au point de départ, on est déjà très mal barré. Oui, sans même parler de solution. Enfin, j'ai compris ce que tu m'as Ouais, expliqué, ok. quel est ton problème. Ok. Et moi, j'adore la reformulation qui est de dire, ok, donc si je t'amenais une solution qui permettrait de faire ceci, cela, est-ce que ce serait quelque chose que tu pousserais, que tu m'aiderais à mettre en œuvre? Ouais, bien sûr, super, ok. Si ça faisait que 5 de ces 7 trucs, est-ce que tu le ferais aussi? Ouais, 5, c'est ok. 3, non, 3, 3 c'est pas assez, on passera à autre chose, c'est trop d'efforts. Et de comprendre quel type de solution on doit avoir et quel niveau on doit mettre. Parce que tu parlais de sujet financier avec les RH, mais il y a un autre sujet financier qui est simplement le coût des projets, où quand on demande l'autre défaut, parce que le défaut inverse, entre guillemets, c'est que la personne du métier, elle a une liste en général à l'après-vert de ce que le digital devrait faire, sans avoir aucune idée du coût derrière la solution. Et développer, ça coûte beaucoup d'argent, parce que ça prend toujours plus de temps que prévu, parce que le coût à l'heure d'un développeur, c'est cher, etc. Donc, bref, premier point, c'est la définition du problème. Elle passe par une écoute de l'expert digital, c'est obligatoire. Ça casse un peu l'image d'arrogance. C'est hyper utile. D'ailleurs, c'est très utile aux équipes digitales pour vraiment comprendre les sujets plutôt que de foncer vers ce qu'ils ont envie de faire. On a tous envie de faire des trucs avec l'IA, on a tous envie de faire des POC, il n'y a pas de problème. Ça, c'est le sujet qui nous excite bien en ce moment. Mais le deuxième point pour moi, c'est le POC, c'est d'amener une preuve rapide. C'est d'être vraiment capable de montrer visuellement. Ça peut être hyper simple. Ça peut être un petit mock-up d'écran. Ça peut être un mini proto fonctionnel. Nous allons regarder, tu cliques là. Tout peut être fake derrière et un peu. On le fait avec l'expert. On se dit, si ça faisait ça, est-ce que ce serait génial? Ah ouais, ça c'est super, mais ça fait pas assez. Ça réoriente. Et le troisième point qui est pour moi essentiel pour engager les autres équipes non digitales, mais d'ailleurs, à la fin, ça engage aussi les équipes digitales parce que c'est un cercle assez vertueux, c'est de co-construire avec cette personne tout au long du projet. Et c'est pas, salut, j'ai récupéré ton problème, je t'ai montré un POC, maintenant je pars dans ma petite, dans mon, je sais pas, mon étage digital, ma bulle digitale, où nous, on est tous en télétravail parce que voilà, j'en sais rien. Et là, je bosse. Et puis en fait, je reviens avec un résultat, je te le montre et ah ouais, ben, désolé, mais là, on a dépensé trop, on doit passer sur le projet d'après, alors que ça ne matche pas à 100%. Donc, la co-construction et intégrer des gens à chaque étape, et définir les rôles dans cette construction, notamment des personnes du métier, c'est hyper important. Voilà, donc nous, chez IAD, on avait vraiment bien poussé ce truc-là, parce que c'était vraiment un gros sujet. Et on avait un expert métier qui accompagnait la squad en charge du projet systématiquement par une réunion hebdomadaire, plus un copil de projet avec le patron du service, plus moi,
qui était mensuel pour vérifier l'avancement, s'assurer qu'on n'avait bien rien loupé. Alors, on avait passé beaucoup de temps en pilotage de projet finalement, mais après 2-3 échecs au début, on avait ajusté ces points-là et après, on a plutôt eu des grands succès et beaucoup de confiance qui s'est créée. Donc, les 3 points, moi, si je résume sur comment engager tout le monde là-dedans, c'est l'écoute et focus sur le problème au début avec une reformulation conjointe qui est acceptée. Prouver rapidement quand même qu'on sait faire quelque chose pour que l'expertise soit reconnue dès le début et qu'on nous laisse un peu faire parce que c'est quand même aussi, il faut cette autonomie pour les équipes digitales, sinon il n'y a aucun intérêt. Et troisièmement, c'est pour rassurer le métier, avoir un organe, une méthode qui donne de la co-construction régulière avec des rôles clairs. Les gens savent qu'on ne va pas faire certaines choses sans eux, qu'on ne dépassera pas certaines étapes sans les prévenir, sans avoir leur go, qu'ils aient un droit de veto à certaines étapes, etc. etc. Donc ça s'écrit dans des méthodos quand on est une boîte un peu grosse et structurée. Et ça crée énormément d'alignement et donc de réussite. Ok, merci Julien. Je voulais avoir l'avis de Patrick sur justement ce savoir-faire dans la communication et dans l'écoute. Et puis après, je donnerai la parole à Mika parce que sur tout ce qui est référentiel, tout ce qui est organisation et co-construction, Fondamental. il pourra nous partager son point de vue et puis peut-être Miguel sur tout ce qui est collaboratif puisque c'est aussi un de ses sujets de prédilection. Patrick? Merci Julien de tout ce que tu as dit. Et effectivement, la reformulation est quelque chose qui est très utile dans la communication parce qu'elle permet de pouvoir s'assurer qu'on a bien compris et d'éviter les malentendus et de partir surtout sur des bases compréhensibles par chacun. Donc c'est dans tous les métiers, c'est quelque chose qui est oublié parce qu'on ne sait pas forcément toujours poser les questions. On pose je ne sais pas combien de questions par jour, mais on pose des questions comme on respire. Et la façon dont on les pose ont une incidence considérable, notamment sur la gestion de projet, parce que effectivement, selon comment on la pose, on peut être considéré comme arrogant, parce que c'est plus forcément des questions que l'on pose, mais plutôt des réponses très orientées et qui met à mal nos interlocuteurs et qui parfois, dans des situations, surtout dans le métier de consultant, il y a l'ego qui prend le dessus en disant mais qu'est-ce qu'il me veut et qu'est-ce qu'il me cherche. Et comme on oublie, on est très orienté métier, on oublie la partie savoir-être et l'intelligence rationnelle qui est liée qui fait la réussite de tout projet. Donc je suis d'accord avec Julien et notamment sur la transformation digitale qui est, je le vois quotidiennement dans les entreprises que j'accompagne, est un gros problème parce que les équipes ne savent pas les mettre en place, font appel à des consultants qui arrivent. Julien a bien décrit le sujet hein, avec une arrogance et c'est normal parce qu'ils sont dans une position en termes de connaissances qui sont supérieures à l'entreprise dans laquelle ils vont agir. Et selon comment ils s'adressent à leur interlocuteur, c'est tout de suite un rapport de force qui n'est pas visible tout de suite, mais qui fait que les gens ne se sentent pas bien dans des projets qui sont capitaux pour la réussite de l'entreprise. Et il y a beaucoup d'entreprises qui, moi je le vois tout le temps, qui demandent par exemple des efforts au niveau des commerciaux parce que les ventes ne sont pas là. Donc on donne la responsabilité aux commerciaux du résultat et derrière, les leads ne sont pas créés ou il y a une déperdition mais incroyable de l'information avec la moitié des informations. Et on voit des systèmes qui ne sont pas connectés entre eux, avec des commerciaux qui ont besoin pour aller chercher les infos de passer d'un système à un autre, et avec une position des managers qui est pas forcément qui est le. Je prends pas le temps d'étudier les problèmes et je suis toujours dans le rush pour le résultat et concentré sur la brique métier et non pas sur la dimension humaine qui fait la différence. Parce que les connaissances, on les acquiert tout au long d'une vie. Et selon les activités que l'on a, c'est facile d'apprendre une activité, un métier. En revanche, le relationnel a une incidence. Je reviens sur ce qu'a dit Julien. Hein. La façon dont je vais poser les questions et qui dépend de mon assertivité et de mon intelligence, mon intelligence relationnelle va faire la différence. Et si je l'ai pas travaillé, si je me suis pas entraîné, si j'ai pas conscientisé ma façon dont je m'exprime envers les équipes et puis même en tant que consultant envers mes clients,
plus de probabilité que le dossier accouche difficilement que ce soit une réussite complète. Et donc, voilà ce que j'avais à dire. Et sur 90% des entreprises que j'accompagne, les difficultés sont les mêmes. Et les problèmes sont les mêmes, les difficultés sont les mêmes, alors que les métiers ne sont pas les mêmes. Et tout le monde pense être unique dans son cas. Tout le monde est, là c'est un gros pléonasme, tout le monde pense être unique Oui. en pensant qu'ils sont seuls. Alors, c'est compliqué parce qu'il y a des sociétés, vous les voyez commencer à réagir qu'au dernier moment, quand c'est trop tard. Hein. Oui, ils sont en mode réactif très souvent. Ouais. Les sociétés, Ça quoi. vient de la survie. C'est ça, hein. Donc, est-ce que effectivement, passer 55 minutes à étudier quelle est la nature du problème pour bien le comprendre, et même prendre le temps de trouver les solutions derrière, et simplement faire une pause utile, et ne pas toujours dire je suis débordé, on n'a pas le temps. Voilà. Parce que ça, c'est la réponse in fine, c'est ce que j'entends tout le temps, c'est on n'a pas le temps, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. On ne peut pas se permettre de perdre du temps à former les gens parce qu'on n'a pas de résultat. Alors, il faut aller sur le résultat et pas former les gens. Voilà ce Oui. que j'avais, Dawson, à rajouter par rapport à Julien. Et Très bien, merci Patrick. Merci. Mika, est-ce que sur les deux sujets, alors abordés par Julien et puis après par Patrick, je sais que ça résonne aussi chez toi. J'aimerais que tu nous partages ce sujet-là. Alors, ton micro est coupé. Ouais, pardon. Oui, non, mais ça résonne oui, plus que carrément, ça résonne vraiment. Étant donné que effectivement dans mon parcours j'ai piloté de la transformation digitale à différentes échelles, donc à l'échelle d'une entreprise vraiment directement, puis à plus grande échelle avec quand on a plein de business units, qu'est-ce qui se passe? Et puis aujourd'hui, donc avec notre plateforme, on voit des projets très très grande échelle avec beaucoup de monde dedans. Et là, ça devient extrêmement complexe. Les gens se sentent un peu potentiellement écrasés. Hein. Ça peut par des projets complexes où il y a beaucoup de monde. Je vais rejoindre ce qu'a dit Julien. Je vais essayer de m'en souvenir en tout cas. Je pense qu'effectivement, c'est la grande difficulté de la transformation digitale, c'est déjà de savoir où est-ce qu'on met les pieds, bien définir la problématique. Ça veut dire bien comprendre la problématique elle-même. Donc, c'est bien comprendre le problème. Il faut tomber, entre guillemets, amoureux du problème avant de tomber amoureux, entre guillemets, de la solution. Donc, tomber amoureux du problème, ça veut dire bien poser les choses. Ça veut dire comprendre, si on va parler que de transformation digitale, comprendre quelle est la maturité, où est-ce qu'on en est, où en est qui, dans quel service, qu'est-ce qui se passe, et donc bien évidemment être très à l'écoute. Donc à un moment donné, je vais rejoindre ce qu'a dit Patrick, chacun a l'impression d'être unique, mais en réalité, tout ça, ça se modélise, et ça se modélise dans des méthodologies. Le fait d'avoir des méthodologies d'analyse, d'évaluation, qui permettent aussi, avec le comportement adéquat, hein, je rejoins ce que disait Patrick, c'est-à-dire que pour que le résultat de l'évaluation de maturité soit correct, il faut aussi que la manière de mener l'évaluation de maturité soit aussi méthodologiquement correcte par rapport à différents types d'approches pour avoir un change management qui se passe bien. Cette étape d'évaluation est absolument nécessaire pour comprendre quelles seraient les potentielles solutions applicables immédiatement. Quels pourraient être les quick wins, quels pourraient être en étape 2 et en étape peut-être ultérieure, comment ça pourrait se traduire, et à la fin d'avoir une planification opérationnelle, encore une fois, lisible par tout le monde et potentiellement exploitable rapidement. Donc ça, cette phase d'évaluation, elle est indispensable. Et beaucoup de consultants, je rejoins ce que dit Patrick et Julien, beaucoup de consultants, et on va dire même le CDO, c'est un consultant interne un peu, d'une certaine manière. Hein. Mais Oui. on va dire que de toute façon, c'est un peu ça. Je suis au service, je suis consultant comme un service interne. C'est pareil. Donc, qu'il soit externe ou interne, finalement, ça se déroule de la même manière. Bon, bah, dans cette phase-là, il faut se dire que tous les CDO n'ont pas le même niveau à la fois d'expertise et d'expérience dans les différents, parce que c'est un métier complexe, comme on l'a dit au début, hein, c'est-à-dire qu'on doit avoir à la fois de la compétence technique, comme l'a décrit Julien, parce que savoir mener un projet agile, ça reste une compétence qui est technique. Et on doit avoir des compétences comportementales, d'une certaine manière, pour bien mener. Donc, c'est toutes ces compétences qui s'empilent. C'est pas facile de toutes les avoir à un niveau qui va garantir la réussite du projet. Raison pour laquelle, quand on a créé Datamentio,
on a essayé de résoudre aussi, c'est cette partie-là, c'est de aider en fait l'ensemble des pilotes et des leaders de la transformation à se créer de disposer des bonnes méthodos, des assessment frameworks, dans des cadres d'évaluation de la maturité qui soient répétables, qui soient donc mesurables, qui créent de la comparabilité et qui va donc permettre dès le départ d'être dans le bon cadre. Cette phase-là est importante et par la suite, dispatcher, distribuer, comme l'a décrit Julien, les bonnes actions aux bonnes personnes et tout le temps dans le dialogue en permanence, ça suppose aussi une espèce d'audit continu. Mais il ne faut pas que ça ait l'air d'un audit. Il faut que ça ait l'air d'autre chose. Il faut que ça ressemble à du dialogue. Donc, ce fin équilibre entre je suis quand même en train d'auditer et d'évaluer en continu afin de pouvoir mener à bien mon projet, mais ça n'en a pas l'air, eh bien, c'est effectivement fondamental. Après, il y a évidemment tellement de questions qui se posent là-dessus. Je pourrais partager avec vous des use cases très intéressants. Nous, on travaille pour des consortiums européens qui déploient des projets de transformation qui ont des répercussions sur de multiples partenaires avec des multiples entreprises et au bout du fil, en bout de chaîne, il y a des gens qui appliquent, et comme en parlait Patrick, à la fin, il y a des gens, mais ça doit passer par tout un tas effectivement de planification. Et à la fin, pour arriver à de la planification opérationnelle, cette planification opérationnelle, comme l'a décrit Julien, doit être partagée et, j'allais dire, plus que partagée, pas acquise, mais c'est pas accepté non plus, mais on va dire qu'elle doit être. Les gens doivent se l'accaparer, doivent se l'approprier. C'est l'appropriation de tout ça. Et cette appropriation rentre dans une co-construction, exactement comme tu l'as décrit, Julien. Voilà, donc tout ce processus-là, qui est quand on a effectivement des équipes qui détiennent le savoir, et ça fait une faille, je crois que quelqu'un avait parlé pas de faille, mais de fossé digital, hein, c'est ça, entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Il faut que ceux qui savent comprennent que ceux qui ne savent pas, c'est pas grave. On est justement comme un service RH, on est là à leur service, pour les aider à progresser. Et c'est pour ça que je comparais le service RH avec le service CDO. Ok, merci. Cette raison-là. Est-ce que quelqu'un veut rebondir? Ouais, moi j'aimerais bien dire quelque chose sur ce qu'a dit Mika. J'ai passé ma certification, je ne sais pas si vous connaissez le Processcom Model, et ça aide énormément parce que je l'applique depuis dans les entreprises et je vois que j'en ai pas autant conscience que ça. Moi-même, j'étais concerné quand un chef d'entreprise me parlait d'une certaine façon. Parfois, je ne comprenais pas ce qu'il voulait faire ou me dire, ou en tout cas sur la partie non verbale, il exprimait tellement de choses que ça me remuait les tripes. Et puis je le masquais parce que c'était mon client et je me disais, mais voilà, il a du mal dormir et il est de mauvaise humeur. Et tous ses salariés le ressentaient ainsi, en disant, mais il est très lunatique. Et puis on lui mettait des étiquettes en disant, tiens, lui il est sympa quand il veut, puis quand il est sympa quand il a besoin de nous, etc., etc. Et puis j'ai compris avec le process comme modèle que c'était complètement autre chose et que chacun avait des perceptions différentes du monde dans lequel il était, avec une communication naturelle qui était liée à une structure de personnalité acquise dans la durée. Et que finalement, que les gens, si je l'image, ont chacun un talkie-walkie avec un canal différent, avec des canaux qui ne sont pas sur la même fréquence. Et quand ils se parlent, ils ne se comprennent pas. Et donc, c'est ce qui génère beaucoup, beaucoup de conflits. Et dans le métier de consultant, ça a un impact terrible. Parce que si je prends un informaticien, donc un développeur par exemple, qui est plutôt, je dirais, dans la pensée analytique et par défaut, hein, parce que son métier l'y amène, donc il est dans une phase, son besoin c'est de recueillir des informations, d'être précis, d'avancer. Il va avoir toute une communication qui est reliée à ça et qui, s'il est face à un dirigeant ou un CTO qui est, lui, plutôt dans un avis où le travail doit être dévoué, de confiance et tout, la communication passe pas. Et donc là, on repart, chacun est sous stress en mettant des masques et repart chacun de son côté avec des avis différents et n'arrive pas à se comprendre.
Et donc, l'élément qui fait aujourd'hui la différence, c'est la façon dont on s'adresse à l'autre, qui a un impact. Et beaucoup de chefs d'entreprise sont en train de changer, hein, parce qu'ils s'aperçoivent que quand vous avez une personne pleine d'énergie dans une équipe et que lui, il est dans sa pensée mathématique, résultat et dans une opinion bien forte, s'il passe en disant devant quelqu'un qui est plein d'énergie en disant mais lui, qu'est-ce qu'il se prend jamais au sérieux, il est toujours en train de rire et tout, on peut pas compter sur lui. Il lui met une étiquette bien posée et puis ils communiquent pas ensemble, alors que celui qui est plein d'énergie est authentique et a des capacités à créer beaucoup de positifs dans une entreprise, et la communication entre les deux se font pas. Et ça, c'est dommage. Donc ça arrive tout le temps. Moi, je le perçois tout le temps. Donc, j'aurais tendance à donner comme axe de travail sur les équipes qui consultent, des équipes de consultants et d'intervenants, de se former aux techniques de communication qui leur permettent de se faciliter la communication avec les équipes avec lesquelles elles doivent travailler. Voilà. Oui. Et la PCM répond parfaitement à ça, avec du concret et du précis. Et c'est magique. Où est-ce qu'on signe? On pourra en reparler, mais je vous assure, c'est impressionnant, ça change tout. Et ça permet d'être très bienveillant envers tout le monde, parce que finalement, ça permet, en comprenant que l'autre n'a pas la même structure de personnalité, on devient très tolérant. Oui, bien sûr. Et puis envers soi-même aussi. Donc on se protège, hein, parce qu'on est très tolérant aussi. On accepte de ne pas être parfait, on accepte voilà, d'avoir des défauts et de ne pas vouloir mettre un masque où je dois être fort, je dois être parfait, je dois être le Superman. Voilà. Est-ce que, pour rebondir à ce que disait Patrick, est-ce que dans vos parcours en tant que dirigeant, manager, vous avez été confronté à ce phénomène-là qui est, comme explique Patrick, d'avoir des gens à un moment donné sur l'équipe, sur une phase de transformation et d'accompagnement, avec cette énergie extrêmement positive, on a tout le monde qui est aligné, et puis avec cette énergie qui diminue au fur et à mesure de l'avancée du projet, pour X ou Y raison. Moi, je vais vous donner un exemple où, effectivement, quand je fais la récolte des besoins et des besoins opérationnels et quick win, il y a beaucoup d'espérance et d'espoir sur ces sujets-là. Et lorsque arrive un moment important qui est de dire, eh ben, va falloir dégager du budget pour ce sujet-là, il va falloir qu'on défende ce budget-là. Et là, tout de suite, toute l'énergie se redescend en disant, ah non, non, je ne peux pas les défendre. Enfin, cette fonctionnalité peut attendre. Est-ce que vous avez été confronté à ça dans vos expériences, peut-être lié à la communication ou des enjeux budget? Ouais, ce que je peux dire par rapport à ça, juste un point, c'est qu'en fait, il ne faut pas oublier que les gens ne savent pas ce qu'ils peuvent obtenir du digital. On ne peut pas leur demander qu'est-ce que tu veux, c'est pas possible. Il faut juste leur demander ce qu'ils font. Il faut bien écouter leur métier, effectivement, comme l'expliquait Julien. Il faut bien comprendre. Donc, toute cette phase d'évaluation de maturité, de compréhension, etc., est très importante. Bien poser la problématique, évidemment. Bien comprendre les enjeux métiers, évidemment. Bien comprendre le métier. Et puis l'essayer de comprendre quel est le gap entre la stratégie visée et puis l'état des lieux. Bon, ça, Et parfois, il n'y en a pas. Hein. Parfois, il n'y en a pas, et puis voilà, c'est comme ça. Et puis, Ouais. on a besoin d'être dans une espèce d'amélioration. Dans ce cas-là, est-ce qu'il faut instaurer l'amélioration continue, comment on fait, etc. Donc ça, c'est effectivement, et parfois, il n'y en a pas. Mais il faut pas oublier que, de toute façon, le digital, c'est une cible mouvante. Hein. Ça évolue tout le temps. C'est vrai pour toutes les transformations d'ailleurs. Mais bon, en l'occurrence, donc par rapport à ça, il ne faut pas oublier ça, c'est important. Pour bien comprendre, les gens ne savent pas ce qu'ils peuvent obtenir du digital, en fait. Et il faut être là en traducteur évidemment en offrant de solutions, mais ils ne savent pas ce qu'ils peuvent en obtenir. Et le fait de ne pas savoir, le fait d'avoir une peur comme ça de perte, comme ça crée du stress, et ça crée parfois de la distance, ça crée de la difficulté, et ça crée de la perte d'anticipation. Et aussi, donc par rapport à des équipes, dès qu'on a une équipe qui est un petit peu grande, de toute façon, à un moment donné, de la vie du projet ou de l'équipe. Il va y avoir des profils complexes qui vont se révéler, il va y avoir des difficultés qui vont émerger, il va y avoir des gens, qu'on soit bienveillant ou qu'on ne le soit pas, ça change parfois pas grand-chose. Pour certaines personnes, il y a des comportements qui se révèlent dans certaines équipes et qui vont disparaître. Tu prends la même personne, tu la mets dans une autre équipe, le comportement disparaît. Donc, je suis d'accord avec Patrick sur le fait que tout ça est vrai, mais dès que les équipes sont un peu grandes et complexes, ces problèmes-là, ils émergent de toute façon. Ça, on arrive, et d'ailleurs, je vous recommande un petit bouquin de Marwan Méry sur les comportements des personnes complexes.
quand on parle de personnes complexes, on va parler des gens qui, par exemple, ce qu'il appelle les ventres mous, les gens qui disent toujours oui. Et puis finalement, aussi, ou alors les gens qui, les passifs-agressifs et tous ces comportements-là arrivent, émergent. Et parfois, la bienveillance ne suffit pas. Il faut réussir à protéger l'équipe des profils difficiles, Ouais. par exemple. Et la bienveillance aussi, ça va être par rapport à l'équipe et protéger l'équipe. Donc, tout ça est vrai. Et par rapport à l'évaluation et comment est-ce qu'on peut mener à bien dans une équipe que les projets soient bien accueillis, bien évalués, etc. Il est important aussi de bien comprendre, bien connaître sa population. C'est-à-dire la population qu'on va aider, qu'on va emmener, qu'on va accompagner vers sa transformation. Voilà ce que je dirais par rapport à une phase d'analyse comportementale et puis de son savoir-être aussi en tant que consultant interne ou externe. Oui, Julien, un commentaire peut-être? Ouais. Moi, sur la question de la perte d'énergie, qui est ça, hein, je crois, si j'ai bien compris, la question sur la question de la perte d'énergie à cause des contraintes externes, ça, évidemment, je l'ai vécu. J'ai un bon exemple là-dessus. J'ai un bon exemple que je donnerai après, mais rapide. Mais sur ça, le premier point, c'est que oui, il y a le financier, mais je crois que c'est notre rôle de CDO de ne pas laisser nos équipes s'engager dans un projet qui va se faire retoquer par la finance. Donc, pour moi, cette situation, elle ne devrait pas exister. Il faut qu'il y ait des systèmes de travail entre le CDO et ses équipes projet pour filtrer ça avant. Parce que si l'objectif est irréaliste, ou que ce soit en termes de financement ou d'ailleurs carrément en termes de scope ou de délai, ça, c'est notre rôle. Je pense que ce n'est pas le rôle du CFO de venir faire le policier là-dessus. Il doit nous fournir les éléments, on doit avoir une compréhension de la stratégie, évidemment, ou en tout cas des contraintes du business. Donc pour moi, le financier, c'est arrivé, mais ça ne devrait pas toucher un projet en particulier, en tout cas. Le deuxième point que moi j'ai beaucoup plus vu, c'est le digital qui s'engage à marche enthousiaste et avec bon allant dans un projet en se disant on va résoudre tous les problèmes de notre client interne ou de notre client. Et puis, en fait, la technique rate. C'est-à-dire que en fait, ça devient de plus en plus complexe. On est en train de détricoter des trucs. On n'avait pas toutes les règles de gestion. On n'avait pas bien compris le scope. Ça devient ingérable. Et puis, là, c'est la question du coût coulé, du sunk cost. C'est-à-dire, on a commencé, on a déjà mis 2 mois dans le projet. Est-ce qu'on arrête parce qu'on se dit qu'en fait, ça va prendre 8 mois ou est-ce qu'on finit? Puis alors là, tout le monde se démotive parce qu'on avait prévu d'arriver en 3 mois à livrer quelque chose de formidable. Et puis en fait, ça en prend 12. C'est la moitié du scope prévu. C'est quand même, bon, c'est peut-être très bien si le CDO a fait son job, c'est 50% du projet, c'est déjà bien. Mais ça, il y a de la perte d'énergie. Il faut garder les gens motivés. Et donc, ça, c'est toujours la question. Mon point étant que sur cette histoire de perte d'énergie, c'est le plus souvent un problème d'évaluation au départ que élément externe. Je mets un bémol là-dessus, c'est qu'on vit depuis quelques années dans un contexte économique qui a changé globalement le paradigme des initiatives digitales depuis 2 ans. Elle est beaucoup plus drivée par le cost, elle est beaucoup plus cost-driven, surtout quand on est dans des boîtes qui ont levé des fonds, etc. Là, c'est sûr que le changement d'attitude de l'écosystème, il est réel. Il ne touche pas un projet en particulier, il touche la culture d'entreprise au global. Ça, c'est un autre cas que je mets un petit peu à part. Et je donne un exemple parce que les exemples, c'est toujours rigolo. On avait identifié une feature pour les agents IAD assez géniale, hyper visuelle, facile à montrer. Enfin, en gros, on prenait son téléphone, on faisait 3 photos de la maison, ça faisait des plans 2D, 3D. Enfin, c'était assez ouf. On avait trouvé un partenaire pour le faire. On s'était dit que ça allait être. On avait regardé vite fait le connecteur. Ça semblait bien foutu. Donc, on est allé l'annoncer. On a des grands événements. On l'a annoncé sur scène. Tout le monde était hyper enthousiaste. On a dit, vous aurez ça en juin. On était en février. On l'a livré le janvier d'après. Le truc était à moitié buggé. Et on a mis 18 mois. Comme on s'était engagé, comme on l'avait dit, on est resté dans le truc, mais on a mis 18 mois à livrer. Évidemment, les équipes qui ont bossé sur ce projet, plus les utilisateurs qui l'attendaient, plus etc., ça n'a pas été le succès qu'on aurait pu espérer quand on l'avait annoncé. Ça c'est clair. Et donc, la courbe d'adoption de cette feature chez IAD, elle est très lente, comparée à ce qu'on aurait pu imaginer dans l'effet initial d'annonce. Et là, celui-là, il était particulièrement complexe à manager parce qu'une fois que c'est annoncé, il faut y aller. On y va une première fois, on fail, il faut refaire. À la fin, tout le monde en a marre, quoi. Et
est bon. Puis une fois que c'est sorti, tout le monde est hyper content. Une fois que ça marche, une fois qu'on a quelques gars qui disent non, mais en fait, c'est génial ce truc. Bon, l'énergie, elle reprend, mais il y a Oui. une bonne moitié du temps de projet qui est en trop là et qui a été, faut pousser, on galère. Voilà. Mais encore une fois, on revient au point de départ. Erreur initiale d'analyse de l'équipe digitale on n'a pas été assez rigoureux dans l'analyse du SDK qui connectait les apps mobiles ensemble, et puis, etc. Voilà. Et donc c'est sûr que ces sujets de perte d'énergie, ils existent. Oui. Je pense Voilà. que On sort les rames, on y Super va, classique. on y Oui. va, et puis on Super, bourrine, ouais. et on joue notre rôle de leader, et on Et tient les gens, et on va boire une bière de temps en temps quand ça va mal, et puis on avance, quoi. Mais ce que tu as décrit, c'est tellement, tellement, tellement classique en fait. C'est-à-dire vraiment avec le cycle, tu as tout décrit en fait, le cycle en V, l'enthousiasme de départ, avec etc. Tu as tout décrit du projet de transformation un peu traditionnel, j'allais dire, qui va un peu à un moment donné, effectivement, tu vas tomber sur un. C'est comme ça, hein, on tombe toujours sur à un moment donné, il y a un problème. Il y a un problème ou plusieurs à résoudre et il faut réussir à les résoudre. Et quand effectivement, si tu rentres dans un cycle en V comme ça, où tu ressors à la fin avec un truc qui était un peu déceptif finalement, les gens se disent ah tout ça pour ça et effectivement c'est un peu difficile. Mais on pourrait il y en a des exemples comme ça, il y en a malheureusement il y en a beaucoup. C'est un peu comme ça souvent que ça se passe. oui. Et c'est vrai. Raison pour laquelle ce que tu disais tout à l'heure, le fait de co-construire, d'inviter dans les projets, de tenir informé de ça. Toutes ces méthodes sont importantes pour que les gens voient que ça progresse et qu'ils comprennent il n'y a pas tout de suite quelque chose dans le projet pour eux là maintenant. T'inquiète pas, il va y avoir quelque chose et puis ça donne effectivement de la visibilité. Mais cette visibilité, tout le monde n'en a pas besoin. Les gens, parfois, certaines personnes s'en fichent. Ils se disent, bon, ça coûte très bien, c'est le grand projet pendant 18 mois, dans 2 ans. Qu'est-ce qu'il y a là tout de suite pour moi maintenant parce que je suis angoissé? Je ne connais rien au digital. J'ai peur que ça vienne bouffer mon boulot. Avant, on parlait du digital comme ça va venir détruire mon travail. Maintenant, c'est l'IA. Ça va venir détruire mon travail. Donc, ça, ce truc revient. Et parmi les facteurs externes, pour revenir sur le point, effectivement, il y a les facteurs financiers. Je dirais ce qu'a dit un de mes mentors, parce que j'ai eu la chance d'être le bras droit digital de Gérard Pélisson pendant plusieurs années. L'important, c'est pas ce que tu coûtes, c'est ce que tu rapportes. Voilà, il n'y a pas d'autre. Donc la finance, en fait, s'ils voient que tu rapportes ou que tu vas rapporter, que tu peux le démontrer, bon, bah, dans le fond, ils viennent pas trop t'embêter normalement si tu peux le démontrer. Et c'est ça aussi toute la douleur du CDO, c'est comment je fais pour montrer à quel point mon action contribue à la création de valeur de l'entreprise. Ça fait partie des points. Et Dawson, tu connais un petit peu mon parcours. Pourquoi on a créé Data Mensure? Parce que justement, on se disait comment on va faire. Au début, on avait besoin de toutes ces features, on avait besoin de d'une plateforme ou d'outils, on les a fait pour nous au début. Et finalement, on s'est dit, ben, finalement, ça aide tout le monde, on va en faire un vrai produit. Comment je fais pour démontrer à tout le monde, et notamment à mon CEO ou à mon client, à quel point ce que je suis en train de faire va être mesurable, parce que le simple fait de savoir que ça va être mesurable, déjà, on s'y engage mieux. Et puis, ben, comment je fais pour montrer que ça crée de la valeur. À partir de là, toute la pression externe au projet est mieux gérable. Et donc, par conséquent, les facteurs externes sont un petit peu mieux mesurables dans leurs évolutions, notamment la finance, mais pas que. Il y en a Oui. plein d'autres. Et puis, ce que vous disiez, de toute façon, un projet digital, c'est forcément du temps long à un moment donné, parce qu'entre l'objectif, l'idée initiale, et puis la réalisation derrière, qui forcément implique développement, etc., bah, c'est forcément du temps long, mais il faut savoir découper par contre ce temps long en livrables réguliers, justement pour maintenir, et la co-construction qui est fondamentale pour pouvoir maintenir effectivement cet effort et cet engagement, en fait, tout au long du projet. Et si je Ça, peux me permettre, il y a un trick pour moi pour résoudre oui, ce problème du temps long, qui est effectivement le découpage à l'intérieur du projet. Mais il y a une autre chose à regarder, c'est est-ce que je peux pas faire un petit truc à côté qui sert cet oui, utilisateur, mais qui n'est pas dans le projet. Ça coûte quelques jours de dev, oui, mais en Exactement. fait, je vois quelque chose qui change. oui, Et c'est Tout à ça, très je fait. intéressant. suis d'accord. Et si je rebondis sur le point de Mika, Oui, oui, il y a des gens qui n'ont pas besoin de savoir comment le projet avance et qui s'en foutent. Ils ne veulent pas rentrer dans les détails de la tech, de la finance, de machin, de bidule. Par contre, il faut que cette information d'avancée, elle soit disponible. Et je pense que c'est peut-être là que l'outil du type
ça coûte cher de tenir au courant les gens, il faut faire des réunions, etc. Il faut leur prendre du temps, ils ont autre chose à faire, ils n'ont pas envie d'être là parfois. Par contre, d'avoir quelque part un endroit où que tout le monde peut consulter, qui montre l'état d'avancée des différents projets, qui est tenu à jour, qui permet d'avoir en un clin d'œil et de se dire, OK, bah, l'équipe ne fait pas rien, parce que ce moment où cette équipe digitale, elle disparaît dans sa bulle, faire son truc, même entre des découpages, c'est le découpage théorique du sprint, c'est 2 Ah semaines. oui, On sait oui. tous que pour y arriver, il faut être extrêmement structuré, extrêmement fort. D'ailleurs. Et un mois, ça commence à être long. Et Exactement. donc en fait, Exactement. voilà, moi le trick que j'utilise, c'est je demande toujours au product manager ou au project manager, en tout cas au feature manager, d'avoir une liste de petits trucs qu'on peut utiliser, sortir, en se disant, OK, là, on est obligé de redécaler de 2 semaines la sortie de quelque chose, c'est pas Ouais. grave. Et- On va débloquer Ouais. ce mini-truc-là et on va dire aux D'accord. gens, écoutez, les gars, ouais, en fait, on a eu un problème calendaire, mais du coup, on avait une journée, du coup, on vous a débloqué ça. Tac. Et là, ça garde la confiance, ça garde le rythme. Le top, je rebondis sur les points de Patrick, mais le top, c'est que ce soit en plus des choses qu'un sales peut montrer à ses clients. Alors là, du coup, il y a de la nouveauté et des choses visibles. Parce qu'on a beaucoup parlé d'interne à l'interne des organisations, mais il faut aussi montrer aux clients qu'on bouge. Et il faut animer toute cette démarche. Donc, il y a aussi un énorme rôle de communication dans le rôle dans mon orga, c'est plutôt des product managers, mais enfin, ça peut avoir d'autres titres dans plein d'organisations, mais du CDO global, de cadencer cette com vers l'interne, vers l'externe, et donner des occasions de prendre la parole, quoi. Ah, c'est excellent comme remarque. Je trouve que et tu sais, ça me rappelle. Alors dans mon parcours, j'ai aussi enseigné un bon moment en école d'ingé, même en certaines belles écoles de commerce, les méthodologies pour aborder la transformation digitale. Et un des trucs que je disais aux étudiants, c'était il faut que tu identifies tes populations. Et là, que ce soit Patrick aussi en parlait, là, ce que tu viens de dire, où tu peux dire finalement ton commercial, il va montrer quelque chose au client, même si c'est il rentre dans ta population, qui sont un peu tes champions, d'une certaine manière, Bien et sûr. qui vont adorer faire un truc, c'est faire mauvaise traduction de la performation. La performation en anglais, c'est je montre à quelqu'un. Et à partir du moment où je vais avoir envie de le montrer, ça veut dire que je me le suis approprié. Ça veut dire que déjà, j'ai un petit bout du projet digital, bah, c'est un peu à moi. J'aime le montrer, j'aime briller avec, et donc je suis déjà dans le projet. Et si tu identifies ces personnages-là, ces personnes-là dans tes populations, tu les alimentes, elles vont t'aider. Et c'est aussi ça, je dirais, comme méthode importante aussi, parce que parmi toutes les petits bouts de méthodologie importantes dans la réussite des projets, c'est bien segmenté. Après que tu aies fait ton analyse, ton état des lieux, ton analyse de maturité, etc., il faut aussi que tu aies bien segmenté ta population, à qui tu t'adresses. Qui sont tes digital natives? Ce n'est pas forcément les plus faciles. Hein. Ce n'est pas forcément ceux qui Oui. vont le mieux accepter le changement, attention. Hein. Parce que tu as des digital natives ça veut dire des gens qui, on va dire, ont toujours travaillé avec du digital, certes, mais ça ne veut pas dire que c'est des gens qui sont aptes au changement. Hein. Attention. Ouais. Moi, si j'ai mon stack d'outils et que tu as envie de me faire changer, si je suis quelqu'un qui aime pas le changement, j'ai beau être à 100% en digital, je vais pas t'écouter. Ouais. C'est une question de comportement. Hein. Donc voilà, je pense qu'effectivement, par rapport à ça, c'est important, bien d'identifier ces populations, qui sont les plus réfractaires, comment je les adresse, qui sont les plus moteurs, qu'est-ce que je leur donne, eux vont t'aider à communiquer, eux vont s'approprier, eux vont performer, et tu pourras leur donner des petits quick wins qu'ils vont partager avec les équipes, et commencer à montrer, ben, ça marche, ça crée de la valeur, regarde. Est-ce que, parce qu'il nous reste quelques minutes maintenant, est-ce que tous ces sujets-là, de leur transformation digitale, les référentiels, l'historique des actions qu'on mène, est-ce que aujourd'hui, l'arrivée de l'IA, selon vous, bouscule la manière de gérer ces projets-là et les indicateurs que peuvent amener cette IA dans l'interprétation des actions qui sont menées par un chef digital officer ou par un transformateur de l'entreprise. Peut-être Patrick. J'en parlerai pas aussi bien que vous qui maîtrisez probablement mieux. Moi, je le vois sur un axe très avec beaucoup de recul, mais l'IA dérange et puis il y a des avis différents sur l'IA et les chefs d'entreprise ont du mal à y aller. Alors, ça dépend des catégories d'entreprise. En tout cas, il y a vraiment individuellement, tout le monde se cache pour dire je ne l'utilise pas, mais tout le monde l'utilise. Tout le monde.
Et puis ça permet, alors moi ouvertement, je dis je l'ai fait avec l'IA parce que ça me permet de faire ce que je faisais en une journée, je le fais en 1 heure. Donc les rapports temps, je me concentre sur d'autres choses. L'IA me permet de me concentrer sur d'autres choses. Au niveau de l'intégration de l'IA dans les entreprises, il y en a beaucoup qui ont peur parce qu'ils se disent que tout ce qui est répété et qui peut être remplacé par l'IA, ben, leurs postes n'auront plus matière à exister. Donc, et l'entrepreneur, lui, ne veut pas forcément le dire en disant c'est très vicieux, mais non, non, vous inquiétez pas, mais il rêve de pouvoir avoir une machine à qui il peut s'adresser sans qu'on lui réponde que le travail est déjà fait ou pas et que les choses s'automatisent sur du travail non productif. C'est ce que disait Mika, hein. J'ai bien aimé ta phrase, Mika, sur ton mentor qui te dit c'est pas ce que tu me coûtes qui est important, c'est ce que tu me rapportes. Donc, et puis il y en a qui se cachent parce qu'ils ont l'impression qu'ils sont des usurpateurs en utilisant l'IA. Donc, ils font beaucoup de travail avec l'IA, ils le présentent en projet. C'est l'IA qui a travaillé derrière, on le voit dans le texte, hein, et qui se cache en disant donc c'est comment je peux flatter mon ego en ayant comme sollicitation de la part d'un dirigeant que j'ai bien bossé. Ben, je le fais, je le cache et voilà. Donc c'est pas très clair l'IA et je trouve que c'est pas encore bien défini dans les entreprises, alors que moi je trouve ça magique du moment que c'est bien utilisé et qu'on l'utilise sur des choses utiles. Parce que moi, j'ai entraîné l'IA avec Google, hein, donc je suis allé très loin dans l'entraînement de l'IA. Et ce que je peux vous dire, c'est que tout ce qui est factuel est à aller vérifier parce qu'il y a rien de, il y a des hallucinations énormes. Et que si on se fie à l'IA pour donner des chiffres, il vaut mieux, il vaut mieux le faire. Il vaut mieux aller construire un tableau Excel bien fait, et la mise en forme, mais aller vérifier tout ce qui se fait derrière. Sur on a encore combien de temps de ça? Très peu, là, en fait. On est pratiquement au bout, là. Donc, ce que je peux vous dire, c'est qu'un projet peut être visuellement et en termes d'attraction, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mieux présenté avec l'IA et permet pour les chefs de projet de présenter des projets nickel parce que l'IA a mis en place tout ce qu'il fallait pour que ce soit bien présenté. Donc, l'IA aide à tout et l'IA, beaucoup d'entreprises ne savent pas l'intégrer, donc c'est dans le projet de la transformation digitale, voilà. Je crois que les entreprises aussi ont des hallucinations sur l'IA. Ouais. Parce que ça peut faire, est-ce que ça va faire Ça va faire. Oui, je bien. Oui, non, et moi, juste, pour aller très vite, parce que le premier point, c'est ça. Je pense que les entreprises hallucinent autant que les modèles. Et c'est notre rôle, là encore, d'expert digital, de faire la part des choses. Bon grain de livret. Et quand même, le deuxième point, pour moi, si je rebondis avec des choses que j'ai déjà dit, c'est que l'IA ne pose pas de questions. Donc, l'IA ne définit pas des problèmes aujourd'hui, pour moi. Et donc, il y a encore, en tout cas, dans le rôle du CDO, ça, c'est une dimension hyper importante. L'IA peut aider à trouver des réponses, peut orienter, peut mettre en forme, etc. Mais l'intelligence humaine de comprendre pourquoi quelqu'un bloque un projet ou ne le bloque pas, moi, je n'ai pas encore vu ça. Et à la fin, quand on met quelques millions sur un projet, il faut savoir s'en servir à bon escient. Mais effectivement, je rejoins complètement ce que dit Patrick, pour avoir un niveau d'attente réaliste. Mika, est-ce que tu as… Ouais, je suis bon. Alors, sur l'IA, on va pas épiloguer parce qu'effectivement, ça dépend à quel niveau on regarde, en fait, hein. Si on regarde un niveau individuel d'usage personnel, si on n'entraîne pas une IA correctement dans un espace bien défini et si on maîtrise pas à un niveau individuel, hein, personnel, hein, des méthodes comme le RAG Fusion, etc., c'est très compliqué d'empêcher une IA de dériver, d'halluciner, comme vous dites, et voilà. Donc ça, c'est complexe. Donc, par contre, effectivement, ça fait gagner du temps. En termes d'exploitation de l'IA, d'utilisation de l'IA dans le quotidien des gens, je vois, personnellement, je compare l'IA un peu à l'électricité, hein. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que ça vienne améliorer et rendre plus puissant, plus rapide, plus performant, plus productif, vu de ma fenêtre, hein, parce que Datamensio est un auditeur logiciel, il ne faut pas oublier. Vu de ma fenêtre, ça vient améliorer, accélérer pas mal de choses. Je vous donne un exemple. Datamensio, c'est une plateforme qui permet de faire du pilotage de transformation, de toutes les transformations.
quand on a la transformation cyber d'un côté, la transformation digitale un peu généraliste, comme on en parle de l'autre, etc., et qu'on a des listes d'actions, des listes de plans, etc., pour un humain, c'est pas facile d'aller comparer beaucoup de leviers d'action, par exemple, puis d'essayer de détecter, de comprendre s'il y en a qui sont similaires pour pouvoir peut-être dire voilà, l'équipe à droite elle est en train de faire un truc, mais finalement c'est à peu près pareil que l'équipe qui est dans un autre service. Bon, et comment je fais pour les Par contre, effectivement, si on utilise correctement l'IA, à ce moment-là, elle peut suggérer des look-alike, elle peut suggérer des choses et aider à la prise de décision. Oui. Et c'est là où c'est extrêmement puissant lorsqu'elle est correctement exploitée dans une plateforme métier comme la nôtre, par exemple. Et je pense que c'est ça l'avenir immédiat en fait de l'IA. Il y a bien sûr la description que vous en avez faite, notamment Patrick, sur le fait de créer des contenus immédiatement, d'aider tout de suite à aller plus vite vers. Mais ça, malheureusement, ça pose un autre problème, c'est que ça fait de la convergence petit à petit où tout le monde écrit de la même manière, où tout le monde délivre les Oui, mêmes tout choses. à fait. Ouais. Hein. Donc ça, il faut faire attention. En revanche, apporter comme ça une valeur ajoutée sur Et j'ai ouais. besoin de synthétiser, ouais, j'ai une liste infernale vous savez de ce dont je parle, d'actions à évaluer, à analyser. Est-ce que l'IA peut me faire une synthèse de manière vraiment pertinente et fiable? Oui. Parce que si elle est bien paramétrée, elle va me dire j'ai trouvé ceci qui ressemble à cela parce que qu'est-ce que tu en penses? Donc ça, pour ça, c'est extrêmement puissant. Je pense qu'on sous-estime encore l'impact vraiment de l'IA sur l'ensemble des métiers. Par contre, il faut effectivement pas en attendre. C'est pas de la magie, ça reste de la technologie. C'est pas de la magie, mais c'est des exemples qui sont très concrets chez nous. Hein. On aide les gens à faire des synthèses, à aller plus vite et à Ouais. détecter des puits d'efficience grâce à l'IA. C'est très intéressant, Mm. surtout quand on a des projets complexes. Voilà. Donc, je dirais que notre expérience chez Datamentio d'intégration d'intégration de l'IA et enfin des IA d'ailleurs pour accompagner, aider le travail du consultant en transformation, du CDO dans son quotidien sans qu'il s'en rende compte vraiment d'ailleurs. Faut pas qu'il soit en train de faire du prompting. Hein. Faut juste qu'il demande voilà, Ouais. j'ai besoin d'une synthèse, j'ai besoin que ce soit fait assez rapidement, j'ai besoin de détecter ceci ou cela, de faire des filtres, etc. C'est extrêmement puissant. À condition que le dataset qui alimente cette IA soit dédié soit dédié au Oui. métier. Par C'est Oui, c'est pas critique. conséquent, Hein. les données soient évidemment, internes, exactement, vérifiées, Oui, il maîtrisées. faut On repart sur les fondamentaux de exactement, l'informatique qui sont la data euh, exactement. Et c'est pour ça qu'au quality. tout début de notre entretien, je disais, les métiers de la transformation ont besoin de leur propre data. Tout Cette à Oui. fait. donnée-là, elle est spécifique. Il y a une donnée, il y a vraiment une data spécifique. Et c'est notre objectif avec Datamentio, c'est de pouvoir permettre à tous ces gens non seulement de savoir comment mesurer, cette data-là leur permet de montrer ce qu'ils font, de montrer la progression et de mesurer et de mesurer l'évolution. Donc la data de la transformation, aujourd'hui, j'allais dire pas de data, pas d'IA, tu vois. Oui, ouais. Merci à tous. C'était un débat passionnant. Je te laisse le mot de la fin, Dawson. Hein. Bah, je vous remercie, Michael, Mika, Julien et Patrick et Miguel pour votre participation, ce partage Merci. de nos échanges. Voilà, on termine et je vous remercie. J'ai peut-être une petite question, je vais tirer un tout petit peu sur le délai, mais vraiment 1 minute. C'est de vous demander à chacun un livre que vous pouvez nous recommander, qui vous a marqué, hein, soit professionnellement ou personnellement, que vous pouvez conseiller à notre auditoire. Mika. Bah, ton livre. Alors non, à Ah bah l'exception de si. mon livre. À Ah non, l'exception non, de mon non, livre. non, 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 non. Oh bah, il y en a plusieurs. Alors, je dirais, je recommanderais peut-être les. Oh, il y en a trop, il y en a trop. Je vais réfléchir, je passe la parole à Julien. Allez. Moi, j'aime un très vieux classique du management qui est High Output Management de Andy Grove, qui est le fondateur d'Intel et qui explique vraiment en fait l'origine pour moi, c'est le livre qui pose les bases des OKR, de D'accord. cette culture digitale. Et en fait, c'est des choses expliquées extrêmement simplement, comme comment construire une usine de puces dans un pays qu'on ne connaît pas. Et il arrive à en faire un truc très méthodique, très simple. Et ça permet de se rendre compte que tout projet est réalisable. Ok. Ça y est, je Patrick? sais. Allez, bon. Ou Mika? Ah, Vas-y, Vas-y. Mika. Non, vas-y, parce que j'ai pas En d'idée, fait, moi. je vais être très
comment dire, je vais être très bon élève. Je vais recommander le livre de mon prof, qui est encore un mentor du MIT, David Rogers, sur les méthodologies de la transformation digitale. Voilà, tout simplement. C'est un des grands, j'allais dire, un des grands de la réflexion sur comment mener un projet de transformation digitale. Et voilà, je pense que là, je ne pense pas qu'il y ait une traduction en français, mais je vous le recommande. Je vous recommande d'ailleurs tous ces bouquins, tout simplement. Hein. Oui. Le Fayot de la classe. Et Patrick? Alors moi j'en ai un là que je lis et que je trouve passionnant. J'en ai plein d'autres, mais je ne sais pas si vous le voyez. Ouais, Ça s'appelle Le Grand Livre de la Process Therapy, donc c'est de T.B. Keller. Alors, ça ne te parle pas du digital, mais ça parle justement de ce que disait Mika sur les personnalités complexes et parce que là il suffit, on le comprend et on met des noms sur les différents comportements liés à du stress et pourquoi et on comprend mieux pourquoi parfois ça marche pas. Et c'est simplement parce que au niveau humain ça communique pas. Merci Donc Patrick. c'est une clé importante dans toute réussite de projet. Oui. Et voilà, donc si vous voulez qu'on en parle après antenne et que je peux vous aider, vous accompagner, je le ferai avec un grand plaisir. Allez. Je me fais battu. Bien, merci à tous. Voilà. Merci à vous tous, c'était passionnant. Merci. À bientôt. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui sur la voie du CDO. J'espère que cet épisode vous a apporté des idées précieuses et a ouvert de nouvelles perspectives sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans votre stratégie digitale. Si vous avez aimé notre conversation et que vous souhaitez soutenir le podcast, n'oubliez pas de le noter avec 5 étoiles et de laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Votre soutien nous aide à grandir et à partager nos idées avec une communauté de plus en plus large. N'hésitez pas non plus à partager cet épisode à vos proches et sur LinkedIn et à taguer La Voix du CDO. Retrouvez-nous le mois prochain pour un nouvel épisode plein de surprises, d'innovations et des invités toujours plus inspirants. D'ici là, continuez à innover, à expérimenter et à diriger. C'était un plaisir de vous avoir accompagné aujourd'hui. À très vite sur La Voix du CDO.